bonjour à tous également. Écoutez, je suis ravie d'animer ce webinaire tous ensemble. L'idée, c'est de partager pendant une petite heure, voilà, un échange sur ce sujet très intéressant qui me passionne et qui fait mon quotidien. Alors, je vais d'abord commencer par donc vous partager mon écran, que ce soit bien visible pour chacun. J'espère que tout est OK. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à interagir sur le chat, qu'on puisse ensemble échanger et partager des bonnes pratiques. Donc voilà, aujourd'hui, moi, pour ma petite présentation, je m'appelle Christelle Dor, je suis recruteuse depuis 20 ans au sein d'un cabinet que j'ai fondé qui s'appelle Carré d'Or et dans lequel je rencontre très régulièrement donc, sur le sujet de la marque employeur parce que je représente mes clients. Et puis, ben, depuis 10 ans aussi maintenant, formatrice auprès de la CNFCE sur des thématiques que je maîtrise, qui ont fait mon quotidien, donc les ressources humaines, le management et le recrutement. Alors, mon expérience depuis ces 20 ans a vu en tout cas changer, évoluer les mentalités par rapport aux entreprises et à la marque employeur. Ce que cherchent aujourd'hui les talents et ce que les entreprises proposent. Alors, la marque employeur, c'est beaucoup plus qu'un sujet RH, c'est vraiment une stratégie d'entreprise. C'est pas un truc en plus aujourd'hui, c'est une nécessité pour attirer, fidéliser et attirer les talents. Donc, dans ce webinaire, je vais vous partager quelques pratiques, des anecdotes, et puis on va voir comment construire ensemble cette marque employeur de manière attractive. Alors déjà, peut-être se rappeler ce qu'est la marque employeur, le fait que ce n'est pas un simple outil de communication. Et donc, la marque employeur, c'est un levier stratégique pour recruter efficacement. C'est un facteur clé pour engager et fidéliser nos collaborateurs. Et c'est également un moyen de réduire les coûts et d'améliorer l'image RH. Alors l'image RH, tant du point de vue du candidat que du client de nos collaborateurs en interne, parce qu'ils sont concernés par la marque employeur. Alors, la marque employeur, donc, si on devait la définir plus simplement, c'est la culture d'entreprise qui est traitée du point de vue de la communication. Donc, c'est-à-dire, c'est le quotidien, c'est vos rituels, c'est le style de management. Vos managers sont très engagés dans la marque employeur. On va en parler durant ce webinaire. C'est notre process de recrutement, c'est l'info qu'on diffuse aujourd'hui sur les réseaux, c'est notre localisation aussi. Voilà, et puis c'est les us et coutumes de l'entreprise. Donc la marque employeur, comme on l'a dit de par sa définition, aujourd'hui, elle est présente tout au long du parcours du salarié. Donc on va le retrouver dans trois grandes actions: attirer, intégrer, fidéliser. Donc attirer, ben, c'est donner envie, en tout cas, à des collaborateurs de nous rejoindre euh, par des actions donc de process de recrutement, de communication sur les réseaux, par l'image qu'on véhicule, notre fameuse e-réputation qui est très importante et qui au-delà de la notoriété, être connu, c'est une chose, avoir une très bonne réputation, pardon, en est une autre. Ensuite, on a un deuxième levier, c'est intégrer, c'est important. Beaucoup de RH aujourd'hui travaillent énormément sur les process RH au terme intégration. On voit quand même qu'on perd pas mal de candidats dans ce moment qui est privilégié et qui permet d'engager et de rassurer avec des parcours structurés de plus en plus, hein, voire même digitalisés avec la mise en place de tuteurs. On va développer tout ça pendant ces 45 minutes ensemble. Et une dernière action importante, fidéliser, qui pour moi est important, surtout du point de vue d'un marché tendu aujourd'hui, où ne plus subir du recrutement pour attirer, mais davantage investir sur l'engagement, la fidélisation de nos collaborateurs. Pensez à ceux qui sont là aussi au quotidien par plein de petites choses.
Et on a une dernière action qui est tout aussi importante, c'est accompagner au départ, parce que ça fait partie de la notoriété de la e-réputation. Bien se quitter, sachant qu'on a pas mal de collaborateurs en ce moment, on a un effet un peu boomerang du collaborateur qui part et qui revient 2, 3 ans après. Donc on a déjà cette image-là, comment on s'est quitté, comment les autres ont observé comment l'entreprise quitte ses collaborateurs. Un collaborateur qui peut être aussi un client, donc faut jamais rien négliger, c'est important. Dans la grande distribution, nos collaborateurs sont peut-être aussi clients chez Carrefour, chez Auchan ou d'autres enseignes. Voilà, tous ces leviers sont très importants et ont des actions à chaque étape de la vie du collaborateur. Alors, j'aurais voulu pouvoir, dans le chat, vous partager un petit diagnostic express qu'on pourrait faire ensemble, de se poser déjà les questions sur les 6 critères que vous avez à l'écran. Quels sont les critères sur lesquels vous menez vos actions en ce moment? Alors, est-ce qu'on a accès au chat? Alors, excusez-moi, je cherche. Hop, on va avoir accès au chat. Alors, est-ce que on a la conversation sur le chat ou est-ce que quelqu'un lève la main pour partager une information ensemble? Pas de questions-réponses en suspens pour le moment. Est-ce que tout le monde me voit et m'entend bien pour essayer de participer à cette question? Alors, je continue. Le marché de l'emploi aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous donne? Ça donne un marché où les candidats vérifient la e-réputation. Ils regardent en tout cas ce qu'on dit de nous sur les réseaux, hein, c'est important, cette e-réputation. Ils consultent, ils voient l'offre d'emploi et ensuite ils vont parler autour d'eux. Ils vont consulter Glassdoor, ils vont consulter les avis Google, ils vont consulter les avis qu'on peut retrouver également sur Indeed. Donc ça fait quand même 75%. Certains vont peut-être même arrêter leur process de recrutement à ce moment-là. Je vois qu'on a peut-être une question. On vous entend. Merci beaucoup, Geoffrey, en tout cas, pour votre réponse. Euh, alors, attendez-moi. Hop, je reprends le partage. Excusez-moi. En ce moment, voilà. On t'entend bien, oui, hein. Ah oui, pardon. Christelle, on t'entend très bien et on te voit bien. On voit bien le Ah, partage, hein. Il n'y a vraiment pas de souci. ok, merci. Parce qu'avec le chat, j'avais un petit doute. Donc, je Non, t'inquiète continue. pas. N'hésitez pas à m'arrêter, hein. Je peux tout à fait interagir avant les 15 minutes de questions-réponses. Merci. Tout fonctionne bien. Donc, le marché de l'emploi, on disait 75%. Aujourd'hui, j'ai pris des statistiques très récentes, hein, février 2025, août 2025, 75%. C'est quand même beaucoup. Donc, c'est de la marque employeur, donc c'est de la e-réputation. Ensuite, où en est le turnover aujourd'hui en France par rapport à ce marché en tension? On est à 15% de turnover en France. Alors, c'est un chiffre qui peut paraître pas trop élevé en fait, puisque on se dit que le marché tend, mais avec l'inflation, le risque aujourd'hui de perdre son CDI et l'engagement que font toutes les entreprises aujourd'hui vers la fidélisation, au final, on est sur un chiffre qui semble à peu près cohérent et presque juste. Même si on est sur cette marche en tension justement. Ensuite, on a une troisième statistique que je vous partage, donc le coût direct d'un mauvais recrutement. Qui dit mauvais recrutement dit que pendant le process de recrutement, on n'a peut-être pas suffisamment mis l'accent sur notre marque employeur, la culture d'entreprise. Le candidat ne se reconnaît pas au bout d'un mois, 15 jours et 3 mois d'intégration et il nous quitte, fin de période d'essai à l'initiative du collaborateur. Que moi, j'entends régulièrement au téléphone me dire, bah, c'est parce que je m'attendais, j'ai pas eu les attentes, j'ai pas été intégrée. Voilà, il y a eu
un problème à ce moment-là. Des fois, c'est 6 mois, des fois, c'est un an après. Là, dernièrement, ce matin, j'étais encore en entretien et un candidat me disait, bah, j'arrête ma fin de période d'essai parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ce qui fait qu'on est sur des coûts financiers assez importants, parce que déjà, un recrutement aujourd'hui, on estime sur le work, en tout cas, entre 7 et 10 000 € selon les, les profils qu'on recherche. Donc, 3 fois hein, pour un coût d'un recrutement raté. Autant mettre cet argent sur de l'investissement, de la fidélisation. Et le dernier chiffre que je souhaite vous partager sur le marché de l'emploi aujourd'hui, c'est moins 28% de turnover si on investit sur la marque employeur parce qu'on sécurise en amont notre process de recrutement et on trouve un candidat, ou en tout cas le candidat retrouve ce à quoi il s'attendait et nous, on vend quelque chose de vrai et de transparent. Alors, je poursuis. Hop. Donc, les leviers. Euh, on l'a vu tout à l'heure. Donc, levier 1, attirer. Levier 2, engager. Levier 3, fidéliser. Donc, pour le premier levier, ce qui est important pour attirer le collaborateur et que je vous partage en tout cas, c'est de bien identifier aujourd'hui sa valeur ajoutée. On surfe tous un petit peu sur cette marque employeur. On retrouve aujourd'hui des annonces avec des listes de courses où on met tout ce qu'on sait faire, l'environnement, ce qu'on apporte. Mais qu'est-ce qui va me différencier? Qu'est-ce qui ferait qu'un candidat vient chez moi ou chez nous en tout cas plutôt qu'une autre entreprise? Est-ce qu'on n'a pas un truc chez nous en plus? Qui est différenciant et qui est unique, sachant qu'aujourd'hui, le télétravail, voilà, on le met de plus en plus, on prend des mutuelles à 100%, j'entends même des entreprises qui vont chercher les collaborateurs à la gare, qui ramènent des navettes, enfin, on est tous en train d'essayer de mettre des choses, en tout cas pour donner envie de nous rejoindre, mais il est important pour nous au départ de savoir ce qu'on va proposer pour mieux le vendre, c'est-à-dire pour mieux l'écrire sur les annonces, pour mieux l'écrire sur les réseaux et avoir aussi ce fameux discours de storytelling pour attirer des candidats ou nos messages d'approche sur LinkedIn. Euh, une bonne astuce que je vous partage, c'est que nous, les RH, des fois, on n'a pas forcément toutes les bonnes pratiques et on a un point de vue RH, de notre culture RH. Pourquoi ne pas interroger aujourd'hui nos collaborateurs qui sont dans l'entreprise, comme ça, de manière informelle, hein, ce qu'on appelle un peu les incidents critiques, c'est-à-dire le temps d'une pause café, se dire bah, qu'est-ce qui fait que tu es bien aujourd'hui chez nous. Qu'est-ce qui t'a donné envie de nous rejoindre pendant le process de recrutement. Voilà, qu'est-ce qui te rend fier en tout cas de faire partie de l'entreprise et le transformer en valeur ajoutée dans notre discours. La deuxième chose pour attirer, le deuxième levier en tout cas pour attirer et donner envie de nous rejoindre, bah, c'est d'après de savoir mettre en avant ses avantages et ses forces de manière très opérationnelle, structurée, contextuelle dans vos annonces, de le dire avec des mots simples, de le dire dans le storytelling avec des mots simples. Et de voir aussi ce que font les autres. C'est important de se challenger, hein. Courir, c'est courir avec un ensemble de groupes. Donc, moi, j'aime bien gagner quand il y a du monde au départ. Donc, voilà, c'est aussi ça, savoir où en est le marché aujourd'hui et qu'est-ce qui fait ma force à moi, sur quoi je vais m'appuyer. Et la troisième levier, c'est d'avoir des preuves qui soient tangibles. Donc, est-ce qu'on a aujourd'hui un indicateur égalité homme-femme qui est indiqué sur le site internet comme il est obligatoire normalement? Est-ce qu'on est sur un taux de turnover beaucoup moins que le marché aujourd'hui? Est-ce qu'on a une pyramide des âges qui est équilibrée et on sait avoir une diversité dans l'entreprise? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on a une preuve pour montrer en tout cas comment on a cette valeur ajoutée dans l'entreprise? Alors, proposition de valeur, à quoi ça peut ressembler entre l'offre, les attentes et les preuves concrètes. Donc, il existe en tout cas un outil qu'on retrouve dans la formation Développer l'attractivité de vos offres, qui s'appelle la matrice d'attractivité, qui peut être un bon outil à faire à plusieurs et chacun voit un peu bah, ce qui lui a plu, hein, parce que chacun y voit quelque chose d'intérêt dans l'entreprise. Ça peut être le salaire, d'autres ça va être la localisation, d'autres ça va être bah, le management participatif. Alors, qu'est-ce que nous, on peut offrir? L'idée, c'est de l'identifier en tout cas.
Donc, ça peut être un salaire, mais un salaire, il faut quand même qu'il soit cohérent avec le marché. Aujourd'hui, on a pris à peu près 5% d'augmentation, hein. Quand on versait 30, moi je le vois tous les jours. Aujourd'hui, je suis plutôt sur un 32-33K. Il y a une exigence sur la jeune génération qui sort des écoles de commerce et à qui on a vendu peut-être un salaire qui n'est pas celui qui est proposé sur le marché. Est-ce que c'est une valeur ajoutée parce que je suis au-dessus du prix marché et voilà, je valorise en tout cas mes collaborateurs. Est-ce que c'est une formation continue? Est-ce que j'ai dans mon entreprise un tuteur qui a fait la formation devenir tuteur? Est-ce que j'ai des managers experts qui pourront accompagner la jeune génération qui est rassurée par cette valeur ajoutée dans l'entreprise? Quand je leur dis au téléphone, vous serez accompagné, on a des experts, bah, c'est rassurant, c'est rassurant. Un équilibre vie pro, vie perso. Donc, voilà, moi, je travaille beaucoup pour le monde du retail. Être capable de donner des week-ends assez régulièrement à nos directrices de magasins, bah, c'est une valeur ajoutée qu'on ne retrouve pas dans toutes les enseignes du retail. Voilà, ça peut être bah, ce fameux télétravail, on va en parler tout à l'heure. Ça peut être des horaires flexibles. Et surtout aussi de la mobilité interne, et ça je trouve que c'est un vrai levier, c'est un levier de confiance et c'est un levier d'appartenance. Et en termes de coût, bah, on est assez gagnant quand même sur cette valeur ajoutée. Alors, ce qu'attend l'entreprise en face par rapport à donc, ce que nous offrons, bah, c'est de l'engagement de nos collaborateurs. Moi, j'entends beaucoup mes clients qui me disent, Christelle, moi j'ai besoin de quelqu'un voilà, qui soit engagé, sur qui on peut compter. L'engagement, bah, c'est l'autonomie dans son poste, hein. Donc, ça veut dire bah, être acteur, être capable d'être source, pas toujours être sur un management descendant, mais peut-être un management ascendant. En tout cas, nos collaborateurs sont sources et on attend d'eux, enfin, dans les entreprises aujourd'hui, qu'ils soient assez moteurs, hein. C'est un peu d'ailleurs une des grandes marques de la culture d'entreprise Decathlon, par exemple, où on sait que les collaborateurs aujourd'hui partent en bivouac tester le matériel chez Decathlon et font des retours sur les produits. Et je trouve que ça les engage davantage dans le process. Ils se sentent reconnus. On attend aussi beaucoup de reconnaissance. Et puis ça apporte cette curiosité, cette innovation qui fait aussi avancer les entreprises. On avance aussi par l'innovation et l'investissement de nos collaborateurs et de l'adaptabilité, hein, aussi sur les différents profils ou notre façon de travailler. La jeune génération est très au fait de l'adaptabilité, de la flexibilité. Les preuves concrètes qu'on peut apporter, bah, c'est, comme on disait tout à l'heure, hein, nos fameux taux et indicateurs RH, 85% de promotion interne chez nous, parce qu'on valorise nos collaborateurs et on préfère investir sur un temps de formation que recruter en externe, reformer, etc. Ça peut être de valider des CDI. Par exemple, en logistique, on a souvent des profils qui sont en intérim. Est-ce qu'on n'est pas là aussi pour identifier des potentiels et transformer ces intérimaires sur des contrats CDI, CDD et former? Le témoignage de nos collaborateurs aussi, ça c'est une proposition de valeur qui est concrète. Beaucoup de personnes font pas mal de vidéos. On voit en ce moment sur les réseaux où on interviewe un ambassadeur et il partage son expérience avec ses mots à lui de son métier ou comment il en avait là, ou les reconversions. Ce qu'on appelle les ambassadeurs. On fait des journées d'ambassadeur days. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut mettre en place, leur apprendre à utiliser LinkedIn et à valoriser. Alors pas que leur parcours, mais ça peut être aussi un expert métier qui explique qu'est-ce que Python, SQL, sur des langages techniques pour la jeune génération et on apporte du contenu sans tout le temps mettre en avant non plus nos offres d'emploi pour pas aller sur de l'information trop centrée sur le recrutement. On peut aussi parler de nous. Puis la certification, les fameuses The Place to Be ou autres certifications qui feraient qu'on serait une entreprise reconnue. Alors, le levier numéro 2, donc on avait attiré tout à l'heure, hein, donc on est au début en tout cas de développer notre marque employeur et la communication qu'on en fait en externe et en interne. Le levier numéro 2, ce serait convertir et engager. Donc, une fois que j'ai donné envie, en tout cas à quelqu'un de nous rejoindre, mais qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui comme proposition de valeur? Alors, dans ce cas-là, on va parler davantage d'expérience candidat ou de parcours candidat. Donc le levier 1, ce serait de le fluidifier, hein. On a beaucoup de retours aujourd'hui où des process longs, en tout cas, nous feront perdre peut-être des talents. On n'attend plus aujourd'hui des process lourds, 4, 5 entretiens, des tests, des évaluations, sauf sur certaines grosses structures comme les ESN, il faut encore beaucoup d'études de cas. Mais c'est propre en tout cas à la nécessité du métier.
ou on pourrait faire tester un anglais ou un Excel. Mais en tout cas, voilà, trop de process longs, lents et lourds. On va perdre les candidats et on aura la statistique sur la slide suivante. Donc, essayer de fluidifier les choses. Voilà, les faire avec beaucoup de simplicité. Deuxième levier, donc répondre rapidement, c'est-à-dire que pareil dans quelque chose de fluide, quelque chose de rapide. Alors c'est pas toujours facile. Vous allez me dire des fois dans les entreprises, voilà, on a des process lourds, on a des grosses structures. Je sais que dans le service public, bah voilà, il y a besoin d'avoir des étapes. Mais ces étapes prennent de la lourdeur et nous privent parfois de bons candidats. Donc des délais courts. Alors qu'est-ce qu'un délai court? Je regardais un petit peu aujourd'hui, le candidat, il espère avoir une réponse sous 3 jours. Je me suis dit sur Hello Work, c'est peut-être un peu court en effet. Mais en tout cas, il manque de patience. On est quand même sur une génération où l'information arrive très rapidement, dans l'intelligence artificielle, et cette jeune génération communique de manière assez vite et spontanée. Alors, l'idée, c'est pas de révolutionner nos process, mais en tout cas d'en tenir compte et de se dire comment j'ajuste entre, bah, j'ai quand même des process et je sais qu'en face, on veut pas trop de lourdeur. Moi, j'ai envie de dire, si on communique, et c'est pour ça qu'on l'a noté sur ce levier 2, communiquer est la chose essentielle. Vraiment, on sait faire patienter un candidat si on donne du sens, si on explique qu'on attend après telle ou telle personne, qu'il y a un besoin de se challenger, il y a un besoin d'avoir un retour, il comprend. Par contre, il ne faut pas le laisser 15 jours sans nouvelles, ou sans mail, ou sans coup de fil. Expliquer les choses, bah, je trouve que ça donne de l'authenticité et beaucoup plus de transparence. Et donc, on en vient justement à ce fameux feedback à faire régulièrement. Nous, dans les cabinets, voilà, nous, on a besoin de garder ce lien propre avec le candidat et nos clients et on n'attend pas forcément qu'ils nous disent alors, avez-vous des nouvelles? Donc, moi, je prends le téléphone, je dis voilà, j'ai pas eu de retour, mais je vais relancer. On a eu un retour, mais il y a besoin d'un temps parce qu'il y a un autre process derrière. Et puis de savoir aussi faire des feedbacks constructifs. On peut donner un petit conseil sur le premier entretien qui a été un peu raté par le stress. Nous, en cabinet, on donne des conseils sur la structure du CV. On les aide même parfois à dénouer quelles sont leurs compétences parce que le candidat qui stresse, des fois, il perd un peu ses moyens et c'est pas forcément se vendre. Mais ce feedback, je trouve que voilà, il donne aussi beaucoup d'authenticité et de professionnalisme dans notre métier de recruteur ou de ressources humaines. Et il donne de la qualité à l'expérience vécue. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui des bons avis en disant, même si je ne suis pas recrutée, en tout cas, j'ai passé un bon process de recrutement avec telle ou telle entreprise. Donc, pour se poser un petit peu, se faire un petit focus où on n'a pas toujours le temps de le faire. En tout cas, j'ai regardé un petit peu sur les statistiques. Donc, ce que veulent les candidats aujourd'hui en 2025. Et ça évolue, hein, vraiment, il y a X années, moi ça fait 20 ans que je fais du recrutement et j'ai vraiment vu les choses évoluer et le marché évoluer. Donc aujourd'hui, on va un petit peu se répéter, mais de la transparence. C'est pour ça qu'on retrouve dans les annonces d'ailleurs souvent les process de recrutement, même avec les prénoms aujourd'hui, Clémence en premier entretien, en deuxième entretien, Marc, directeur régional. Pourquoi pas? Donc de la rapidité. Plus récemment, sens et inclusion. On est sur une nouvelle génération qu'on appelle les Sustainable Natives, c'est-à-dire que c'est nos millennials façon éco-responsable. Et alors eux, l'impact environnemental, l'impact managérial, l'impact sociétal est très important et ils font attention. Ça tombe bien parce qu'on a aussi, nous, les RH, aujourd'hui, un enjeu sur la non-discrimination à l'embauche, hein, une formation qui est obligatoire tous les 5 ans et sur lequel on va parler justement de l'inclusion et de la diversité, la force de cette diversité, cette inclusion dans l'entreprise, où on pourrait se passer d'ailleurs de viviers auxquels on n'a pas pensé et qui sont tout à fait efficient en tout cas dans l'entreprise et donner du sens. Hein, ça, on l'entend souvent. Voilà, je veux donner du sens à mon métier, je veux faire un travail plaisir, on m'a dit dernièrement au téléphone. Donc ça, c'est des choses importantes. Vous voyez, c'est vraiment la source de Next Generation RH. La flexibilité, l'équilibre, je pense que tout le monde est un peu concerné par ce premier sujet, le télétravail qui est quelque chose sur lequel on s'est appuyé après Covid, hein. Il y a eu un avant, un après par rapport aux conditions de travail. C'est un élément moteur aujourd'hui. On peut perdre un candidat si on n'a pas télétravail. Voilà, ils ont envie de ça, on a pris cette habitude de ça. Alors, on a plutôt une machine arrière. Moi, j'ai entendu Amazon qui disait qu'ils ont fermé le télétravail pour l'ensemble de toute leur structure.
quelques clients aujourd'hui chez Carré d'Or aussi reviennent un petit peu à ce télétravail. Ils n'ont pas forcément formalisé dans le règlement intérieur. Quand c'est formalisé, bon, c'est compliqué de revenir en arrière. Ou alors, en tout cas, de l'ajuster. Ça, c'est une vraie demande. On perd des candidats hein, même quand ils ont eu l'habitude de 2 jours. Et si on dit un jour, bah, ils n'arrivent plus à revenir en arrière. Voilà, c'est souvent la première question d'ailleurs en entretien. Les horaires flexibles, bah voilà, peut-être un peu plus sur la région parisienne. En tout cas, on arrive entre 8h45 et 9h15. On est plus sur un horaire de bureau traditionnel 9-17. Voilà, être un peu plus cool, on va dire. Un peu, ce qui est important, c'est le résultat, hein. Il y a des candidats, ils fonctionnent très bien en fin de soirée, ils sont hyper efficients et d'autres du matin. Et de se dire, bah, est-ce que j'attends du résultat ou est-ce que je m'appuie d'abord sur la forme? En tout cas, ils veulent trouver cet équilibre aujourd'hui. Et la dernière chose, bah, ils attendent de la formation et des évolutions. On a très souvent cette question des candidats également. Quelles sont les perspectives d'évolution? Est-ce qu'on est accompagné, formé? Ça, c'est des questions qu'on a tous les jours au téléphone. Ça, c'est l'étude de Job Teaser, donc, qui est l'application dédiée au stage et alternance pour les jeunes avec les X milliers d'écoles de commerce. Et la formation, l'avantage là-dessus, c'est qu'en plus, on est appuyé aujourd'hui par l'État, qui a un engagement avec la loi à venir de 2018, sur lequel ils nous ont appuyés dans cette démarche en valorisant le CPF, les VAE, les différents dispositifs et acteurs qui viennent aujourd'hui nous accompagner dans ces projets de formation. D'ailleurs, l'entretien pro hein, vient d'être un peu remanié. On parle davantage de parcours de formation que d'entretien professionnel ou de plan de formation. Donc voilà, c'est des leviers qui sont facilement actionnables en tout cas et valorisants pour le collaborateur en qui on peut faire confiance. Le dernier levier, fidéliser. Alors ça, c'est un enjeu qui est très important dans la marque employeur. Parce que ça renvoie un message très positif de nous, on garde nos collaborateurs, ils sont fidèles, ils sont bien dans l'entreprise. Ça renvoie un message aux futurs candidats, futurs collaborateurs. Ça renvoie aussi un message à nos clients. Faut penser que la marque employeur, c'est pas juste un sujet RH, hein, c'est un sujet d'entreprise. C'est un sujet stratégique d'entreprise. Il concerne les ressources humaines qui vont l'appliquer, ils vont concerner les collaborateurs dans leur quotidien, ils vont concerner également ce qu'on renvoie à nos clients, à la marque employeur. Donc, fidéliser nos collaborateurs, c'est aussi gagner au niveau des coûts, puisque plutôt que d'investir dans des recrutements longs qui coûtent cher, on peut peut-être investir dans la fidélisation de nos collaborateurs et la montée en compétence de nos collaborateurs. Alors, comment ça peut se structurer? Par exemple, bah, ça va être un onboarding structuré, alors un onboarding personnalisé avec peut-être valoriser un collaborateur qui deviendrait tuteur. Il y a des formations aujourd'hui qui s'appellent devenir tuteur en entreprise et qui sont certifiées et finançables. Ça valorise le collaborateur parce qu'il est expert, on le met en avant aujourd'hui. Ça peut être un parcours d'intégration avec bah, des échanges avec les autres services aussi, à savoir comment fonctionne un peu tout le monde. Ça peut être passer, alors moi, dans les clients par exemple que j'ai dernièrement, sans citer, on a une grande enseigne où ils font un parcours de 2 mois. Alors ça peut paraître long. 2 mois de formation parce qu'en termes de valeur ajoutée, le candidat n'est pas encore opérationnel et il n'apporte pas à l'entreprise. Par contre, du point de vue du candidat, en tout cas, c'est super bien perçu. À chaque fois, je leur dis, vous avez 2 mois de formation, est-ce que ça va aller pour l'organisation? En fait, ils en sont très contents. Ils sont très contents d'aller au siège. Pour ceux qui sont en magasin, hein. Moi, je fais essentiellement du retail, donc je vous donne cet exemple-là. Ils sont en magasin et aller au siège pendant un mois, rencontrer les équipes RH, mettre un visage sur un nom, comprendre comment fonctionne le service des achats, la logistique. Et j'ai envie de dire, prendre son maillot demain et avoir cette reconnaissance et faire partie de l'équipe. Bah, ces 2 mois de formation, en fait, ils adorent. C'est rassurant et on sent qu'on investit sur le collaborateur et ça valorise. Donc là, ça fidélise. C'est vraiment un outil qui fidélise. Et on sécurise également le recrutement parce que si durant ce parcours d'intégration, on se rend compte qu'il y a eu un couac, qu'il y a quelque chose qui a été mal perçu, malvenu ou mal identifié, c'est peut-être le moment d'en rediscuter, de désamorcer les choses.
On perd aussi des candidats hein, sur ce onboarding qui a attendu des collaborateurs. Ils pensent tous au parcours d'intégration aujourd'hui. Quand on l'a pas, c'est un peu plus difficile. Moi, j'ai une candidate là, qui a eu un parcours d'intégration. Elle est arrivée dans l'entreprise, pas de bureau, pas de téléphone, pas signé son contrat de travail, pas accès à la mutuelle. On a donc rappelé le client en demandant bah, est-ce que vous pouvez vous occuper de cette personne, comment on peut faire pour mieux l'intégrer dans l'entreprise. Et bah, elle a mis fin à sa période d'essai après 8 jours. Parce qu'elle s'est pas, elle n'était pas accueillie comme on pourrait accueillir nos amis quand ils viennent passer un week-end chez nous. Voilà, il faut un petit peu préparer les choses en tout cas et bien accueillir nos collaborateurs et l'image qu'on renvoie aussi aux collaborateurs qui sont sur place et qui voient cette intégration ratée. Donc c'est très mauvais en termes de coût et de démotivation des collaborateurs qui là n'a pas de valeur. Le deuxième levier, c'est développement et évolution. Donc, on en a parlé il y a 2 minutes sur le plan de formation sur lequel, d'ailleurs, on est très accompagné par l'État avec la loi à venir. Donc, bah là, c'est un levier, faut limite en abuser, hein. Il y a des formations très faciles à mettre en place qui valorisent, aussi bien en interne, valoriser un expert qui fait une formation pour ses collaborateurs ou une formation à l'externe. La mobilité interne, en termes de coûts, bah, également un levier très facile et actionnable et valorisant. Et des plans de carrière personnalisés avec aujourd'hui des VAE qui sont de plus en plus sollicités par les collaborateurs parce on a le droit au changement en 2025, de plus en plus de VAE, de personnes qui partent en reconversion. On sait qu'on peut le faire et on est accompagné par les entreprises. Et on est bien accueilli par les nouvelles entreprises parce qu'on sait que quelqu'un qui fait une VAE, en général, il y a un enthousiasme, un engagement derrière et elle fera tout pour que ce soit une réussite. Et ensuite, le dernier levier, donc culture et reconnaissance. Donc, est-ce qu'on pratique assez le feedback régulier auprès de nos managers? C'est souvent une attente que j'entends. Les managers font pas assez de retours. Voilà, dans le management, on a le feedback de reconnaissance, de progression et de recadrage. Alors, on a tendance à recadrer davantage s'il y a un problème, la personne, et encore. Par contre, le premier, qui est le levier le plus simple à faire, le levier de feedback de reconnaissance, qui prend quelques secondes, bah, celui-là, on l'oublie un petit peu parce les managers sont un peu double poste, hein, ils sont chefs d'équipe et manager ou responsables de ressources humaines et manager également. Donc, c'est des choses sur lesquelles on passe, alors qu'ils ont 100 fois plus d'actions que une prime ou quoi que ce soit. La valeur de la reconnaissance et du merci vaut des fois plus que le montant de la prime versée à la fin de l'année ou du mois. Les rituels managériaux aussi, c'est très important pour fidéliser. Moi, j'entends des candidats qui me disent parfois au téléphone, je suis restée 5 ans, le salaire n'était pas celui que j'espérais aujourd'hui. Par contre, voilà, j'ai un environnement de travail très agréable, j'adore mes collègues, j'adore ma société. Je pars parce que j'ai besoin d'une rémunération supérieure suite à l'achat d'une maison ou à un projet de famille. Mais en tout cas, ils sont restés suite à un management, en tout cas participatif, ouvert. Et à contrario, on va perdre des candidats, ou nous, cabinet, on récupère aujourd'hui des candidats qui nous appellent en disant, je me sens pas bien dans l'entreprise, le management, il est directif, j'ai pas le droit à la parole, j'ai pas le droit à proposer des actions. Voilà, c'est très directif et on va perdre. Donc, vos rituels managériaux, enfin, vos managers, c'est vrai qu'ils ont quand même un enjeu important dans cette marque employeur tout au long de la vie du collaborateur dans l'entreprise et puis de célébrer aussi les réussites de la société. Les séminaires, ça rebooste, ça fait du bien. Voilà, c'est des petits moments de partage où on passe tellement de temps avec nos collègues aujourd'hui que de temps en temps, ces petits moments de célébration et valorisent. Ou moi, c'est peut-être le moment aussi de donner la vision de l'entreprise. Et moi, je repars et je me sens fière qu'on va ouvrir tel magasin ou qu'on ouvre un marché développement à l'international. Ce sont en tout cas des acteurs qui permettent de fidéliser avec des petites actions courtes et rapides sur lesquelles il faut apporter une attention toute particulière. Donc voilà, je vous ai partagé un exemple en tout cas d'onboarding. Alors là, il est sur 90 jours, il est un petit peu long, dont l'étape est la plus importante, me semble-t-il, le J-7. Donc voilà, préparer, le mail il est préparé, l'accueil de bienvenue, l'informaticien a préparé en amont,
qui va être tuteur, qui va dire quoi, le petit déjeuner d'intégration. C'est plein de toutes petites choses. Présenter l'équipe, présenter les projets, former, voilà, faire des bilans réguliers. La communication est, me semble-t-il, un élément essentiel dans tout ce parcours d'onboarding. Voilà, échanger, considérer le collaborateur et former si nécessaire, hein. On peut tout à fait ajuster un manquement en une petite formation de 2 jours. Et on croit aux collaborateurs et on renvoie une image forte à ceux qui sont en place en disant, tu vois, moi, ma société, elle forme, elle accompagne, elle croit en ses collaborateurs. Donc, pour conclure ce webinaire sur la marque employeur, donc, est un sujet transverse sur lequel on a pas mal de leviers. Donc, attirer grâce à la marque employeur, hein, donc ma culture d'entreprise, ok. Recruter, aujourd'hui, on s'en sert beaucoup pour ça aussi, la plupart du temps, mais pas que. Moi, je pense qu'il faut aussi fidéliser à travers la marque employeur, être fier d'eux, avec des petites actions tout simples auprès de nos collaborateurs, c'est rassurer, agir et surtout communiquer. Donc, on va pouvoir laisser place à pas mal d'échanges sur ce sujet-là, de partager des choses entre nous, de vos bonnes pratiques et des sujets sur lesquels vous aimeriez revenir. Donc, je vais arrêter le partage pour ouvrir le chat et je suis à votre disposition pour répondre à des interrogations. Effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez un système de questions-réponses. Sur ce que vous mettez en place, des statistiques par rapport au marché, si vous avez besoin d'échanger à nouveau sur les attentes des candidats, de ce que le marché attend aujourd'hui, où en est le marché aujourd'hui aussi, ou des outils de bonnes pratiques peut-être à réutiliser dans vos process. Je pourrais... Ah, Christelle, oui. il y a une question. Quelles sont les 2 ou 3 meilleures actions que tu vois chez tes clients? Chez mes clients, les meilleures actions, ça va être de former, là ce que je vois beaucoup, c'est former les managers au recrutement. Parce que souvent, on fait des recrutements à deux, on a le RH et le manager. Alors la RH, elle a toutes les bonnes pratiques, elle a été formée à la discrimination à l'embauche, elle sait vendre la marque employeur, c'est son métier du quotidien. Mais nos managers, des fois, sont un tout petit peu, parce qu'ils n'ont pas le temps, hein, c'est normal, ils ont la tête dans le guidon, j'ai envie de dire. Et là, en ce moment, on demande des formations auprès des managers à former, à recruter, alors sans que ce soit leur métier, mais en tout cas qu'ils comprennent les enjeux d'un process de recrutement et de la manière de recruter et du storytelling à donner et de l'évaluation à faire. Ils font partie du process de recrutement, ils font partie de la marque employeur. Donc en ce moment, on a des demandes de formation sur les managers qui interviennent dans le process de recrutement. Et après, en deuxième action, pardon, il y a énormément d'entreprises en ce moment qui sont en train de me parler d'onboarding, qui sont en train de mettre en place, parce qu'ils n'avaient pas forcément fait, ils n'avaient pas vu l'intérêt d'avoir quelque chose de structuré. Et ils avaient un onboarding très sympa, ils faisaient un petit déjeuner d'accueil, ils expliquaient, ils avaient quelqu'un, mais aujourd'hui, ils commencent à structurer les étapes pour sécuriser le recrutement jusqu'à la fin de période d'essai. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que vous auriez d'autres questions à partager ou à échanger si j'étais peut-être un petit peu vite sur certains sujets? Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que tu as éventuellement des autres tips à partager? Ah, vous est-il arrivé? Ah, il n'y a pas la suite. Il y a un début de question. On vous attend. Ah, donc il y en a. Donc, je te la lis, Christelle, ou tu Oui, préfères la lire? oui, vas-y. Donc, bonjour, nous travaillons sur plusieurs éléments afin d'enrichir notre onboarding avec un welcome kit pour le côté ambassadeur. Première journée au siège et planning établi et clair pour la première semaine avec un dossier d'intégration à remettre avant la fin de la période d'essai. Nous allons également travailler sur le offboarding avec un entretien de sortie. Ouais, ça c'est super.
L'offboarding, on en parle très peu en fait dans les ressources humaines et merci en tout cas pour ce lancement. C'est devenu un vrai sujet parce qu'il y a ce phénomène qu'on rencontre de plus en plus, donc que je vous disais tout à l'heure, hein, où le candidat il part, mais il part bien. Il part faire une autre expérience, donc il grandit et tant mieux dans son poste. Et puis 2, 3 ans après, ben, il revient dans l'entreprise. Alors certains reviennent volontairement et ceux qui repostulent. Et il m'arrive, moi, de chasser des candidats. Je retombe sur un candidat client et quand j'appelle l'entreprise, elle m'a dit, mais avec grand plaisir. Au contraire, elle s'est formée, elle a développé ses compétences. Donc, l'offboarding, il n'y a pas que le départ à la retraite. Hein. Il y a aussi du offboarding en milieu de parcours, ça arrive. Et avec cet effet boomerang, ben, il est important d'y faire attention. C'est aussi de l'image de marque de vos collaborateurs qui voient comment on se sépare de nos collaborateurs. Et c'est très important parce que ces collaborateurs qui partent sont peut-être aussi, comme je vous disais, des clients. Donc, c'est un sujet intéressant et sur lequel il faut qu'on mette aujourd'hui quelques actions à ce phénomène de boomerang. Et peut-être digitaliser, je ne sais pas, pour cette question, est-ce que vous avez commencé à mettre en place aussi un onboarding digitalisé? Voilà, on est quand même à l'ère de Google, à l'ère de l'intelligence artificielle et on est aussi, je vois les RH qui se challenge à dire, mais comment je vais transformer mon parcours d'intégration en quelque chose de plus moderne et digital? On n'a pas tout le temps d'aller chercher un nouveau logiciel, un nouvel outil, on n'est pas tout le temps créatif et pour autant, on a une génération en face de nous qui tend à aller vers cette méthode numérique. Et ça renvoie un peu de modernité aussi par rapport à l'entreprise. Ils veulent une entreprise moderne, hein, la jeune génération. Hein. Est-ce que ça répond à la question? Elodie, je vois, vous est-il arrivé de constater que l'initiative de la marque employeur d'un client est superficielle et non pas authentique? Si oui, comment détecter un fake marque employeur? Ouais, il y a pas mal de bullshit, si je peux dire, parce que je l'entends plus vis-à-vis des candidats qui me disent, oui, on m'a dit qu'il y aurait ça, on m'a dit qu'il y avait ça, et au final, je ne l'ai pas eu, et donc ils partent de l'entreprise. Alors bon, je ne force pas forcément à savoir les choses, mais oui, il y a des entreprises qui voilà, parfument un petit peu leur marque employeur, et le problème de ça, c'est que bah forcément, à un moment donné, le collaborateur, il s'en rencontre, il échange avec les autres, et puis on lui dit, bah non, et on t'a dit qu'il y aurait, je sais pas, je prends un exemple bateau, une participation en intéressement, mais en fait, il est jamais versé parce que la société fait du négatif. Bah, c'est pas quelque chose d'important, mais néanmoins, ça renvoie quelque chose de, on n'a pas été authentique, on n'a pas dit les choses clairement. Voilà. Et si pour le candidat, lui, c'était important, bah, il se sent un petit peu lésé, et il perd confiance en l'entreprise. Les entreprises aujourd'hui, j'ai pas de vrai exemple, moi, par exemple, chez mes clients, de quelqu'un qui a survendu une marque employeur. Et je ne survends pas une marque employeur parce que l'objectif est de sécuriser au maximum. Donc, il m'arrive même parfois de donner un contexte. Si j'ai un contexte qui est parfois un peu compliqué, j'explique les choses avec beaucoup de bienveillance. Mais j'ai pas une vraie fake marque employeur. Moi, j'ai pas d'exemple dans mon environnement. Peut-être que sur le net, on en a sur des sociétés où on regarde un petit peu ce que les gens disent. Mais en général, les collaborateurs se plaignent davantage du management, du salaire, et donc de cet environnement un peu toxique au quotidien, quoi. Je ne sais pas si Elodie, si c'est clair pour toi. Merci. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a quand même accès à tout. Je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a un gros bug, une DRH qui a répondu à personne en mail automatique par lequel sa candidature était partenue, sauf qu'elle l'a adressée à 350 candidats sans enlever les mails des candidats. Donc là, tout le monde en parle parce que ça a fait le gros buzz. Donc la société n'est pas citée, heureusement pour elle. Mais ça tourne sur les réseaux en boucle depuis une semaine. Et les candidats ont créé une communauté des 350 rejetés automatiquement. Donc voilà, ça faut faire super attention. Là, on a carrément blacklisté l'entreprise, je pense. Voilà, c'est indépendamment de sa volonté, hein, un clic, un truc et c'est parti vite, hein, ça arrive. Hein. Mais en tout cas, ça c'est un gros souci qu'on peut avoir.
Quand je parle d'authenticité, prenons le temps d'appeler les gens. Alors, à moins qu'on ait un gros volume vraiment de candidats, où on essaye quand même de. Enfin, faut prendre le temps de bien faire les choses parce que derrière, les conséquences peuvent être lourdes en termes de démotivation de ceux aussi qui font partie de cette entreprise dont on a répondu à 350 personnes, on ne vous retient pas pour ce poste. Et les clients qui peut-être aussi ont vu, enfin, vous voyez, les enjeux derrière sont quand même sensibles. Est-ce que, il y aurait d'autres échanges, besoin Alors, Elodie, tu nous dis, il faut, j'imagine, former les parties prenantes, être bienveillante si elles ne le sont pas. Oui, là, c'est vraiment les demandes. Là, on a 3 formations sur le mois prochain et c'est former les managers au process de recrutement dans lequel il y aura un message fort de votre rôle est important, votre posture est importante, le discours que vous tenez. Moi, j'ai un client, là, dernièrement, qui a reçu un candidat et carrément a dévalorisé la société. Je ne sais pas voilà, ce qui s'est passé. Il a été très négatif sur les résultats de l'entreprise et la vision de l'entreprise. Et en fait, la candidate m'a rappelé derrière en disant, mais en fait, Christelle, j'y vais pas parce que monsieur Untel m'a dit ça, ça, ça. Et moi, j'ai peur de quitter mon poste pour une structure qui est pas stable et où il ne sait pas où ils vont, quoi. Et alors que pas du tout, parce que derrière, il y a un très grand groupe qui va bien, mais c'était sûrement un manager démotivé, un petit peu aigri de son travail ou je ne sais pas, et il a véhiculé ce message très négatif et on vient de perdre une excellente candidate. Donc oui, il faut former les managers qui sont impliqués en tout cas dans les process de recrutement, même s'ils interviennent une demi-heure, un quart d'heure, voilà, à l'image qu'on peut renvoyer, au discours qu'on peut donner et à apprendre ce storytelling à valeur ajoutée de l'entreprise. Est-ce que nous avons d'autres choses à échanger? N'hésitez surtout pas, hein, je suis vraiment là pour répondre à vos interrogations, partager voilà, des pratiques. Moi, ça fait 20 ans que je travaille la marque employeur et que je représente mes clients et que je suis au fait du marché en tant que formatrice de me mettre régulièrement à jour. Donc, si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas en tout cas. Est-ce que nous avons d'autres sujets à aborder avec vous? Alors, on a une autre question que je vais vous lire. Les questionnaires de satisfaction des salariés se font-ils de façon régulière dans les entreprises? Non, non, pas du tout. C'est pas du tout régulier. La plupart du temps, on peut avoir, dans un souci de dialogue social, un questionnaire anonyme. Moi, j'avais eu ça dans une des structures. Après, les questionnaires de satisfaction, non, c'est pas du tout régulier. Ça va plutôt être de manière informelle, un entretien en face à face avec la RH ou le manager. Après, est-ce qu'on arrive à avoir l'authenticité de sa réponse? Est-ce que c'est du déclaratif? Je ne sais pas. C'est à nous, en tout cas, de mener l'entretien de manière à ce que la personne se livre et puisse co-construire avec nous, en tout cas, s'il y a un manquement, qu'on sache le faire. Mais ce n'est pas du tout régulier, en tout cas, dans l'environnement dans lequel moi je suis auprès des entreprises. Est-ce que quelqu'un d'autre peut-être a un questionnaire qui met en place et qui est systématique et sur lequel on s'appuie pour améliorer nos process? Est-ce que quelqu'un a peut-être une bonne pratique à partager d'ailleurs, quelque chose qu'ils ont mis en place, qui fonctionne super bien pour attirer, donc, hein, convertir, engager et fidéliser nos collaborateurs sous l'action d'une marque employeur attractive? Il nous reste encore un petit peu de temps. N'hésitez pas si vous souhaitez revenir sur un sujet. Oui, il semble qu'il n'y ait plus d'autres questions. D'accord.
Bon, si plus personne n'a de questions, on va pouvoir clôturer là. Et en tout cas, on te remercie énormément, Christelle. Merci pour toutes ces informations. Bah, c'est C'était moi qui très vous clair. remercie pour cet échange. Voilà, n'hésitez pas à nous recontacter si besoin.